Bonjour à toutes et à tous, c'est notre 11e épisode consacré à l'actualité écologique de la semaine et aujourd'hui je vous propose une spéciale A69 parce que vous l'avez certainement vu, il y a énormément d'actualités autour donc, de l'opposition à ce projet d'autoroute. Encore hier, vous l'avez peut-être vu, il y a eu un dispositif, un répressif absolument disproportionné sur la ZAD de la Crémarre auprès de Cesse. C'est un endroit en fait, où il y a des militants, des écureuils et autres qui occupent des arbres pour empêcher leur abattage, je vous en reparle plus loin. Et là, on a vu donc des policiers, des gendarmes qui mettaient le feu volontairement, qui ont balancé de l'essence au bas des arbres. Enfin, il y a littéralement mise en danger d'autrui. Ils ont passé aussi une partie de la nuit à leur balancer des projecteurs pour les empêcher de dormir. Enfin bref, un système répressif à mon sens insupportable et dangereux. Nous avons d'ailleurs fait un communiqué de notre groupe pour appeler la préfecture au calme avant qu'il y ait un autre drame dans le Tarn, 10 ans après la mort de Rémi Fraisse. Alors d'abord, un petit rappel rapide si vous ne connaissez pas bien le dossier. Donc sachez que l'autoroute A69, c'est l'autoroute Toulouse-Castres, 53 km d'autoroute, qui est le projet le plus absurde du monde à mon avis, puisqu'il s'agit de doubler une route nationale qui existe déjà en détruisant des centaines d'hectares de terres agricoles, des zones humides, des espèces protégées. Bref, c'est une véritable catastrophe écologique, des quantité d'arbres centenaires qui sont abattus. Bref, catastrophe pour la biodiversité, pour l'écologie. Et c'est vraiment, à mon sens, c'est l'archétype du projet qu'on ne peut plus, qu'on ne doit plus faire aujourd'hui dans le cadre de l'accélération du réchauffement climatique. Et en plus, il est complètement injuste d'un point de vue social parce que on nous annonce un aller-retour à 20 €. Qui va prendre une autoroute à 20 €? Personne n'y croit. Tout ça pour gagner quelques minutes sur le trajet, peut-être. C'est complètement absurde. Si le sujet vous intéresse ou si vous le découvrez, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube ici, sur la 69, vous aurez plus de détails. Alors, vous avez peut-être vu que cette semaine, très exactement hier, a commencé la commission d'enquête sur la 69, plus exactement sur le contrat de concession entre Atosca et l'État. C'est une commission d'enquête dont Christine Arrigui, députée ELV, est la rapporteure. J'en suis membre avec également mes collègues Karen Hérodi, Sylvie Ferrer et Sylvain Carrière. Moi, je suis secrétaire et Karen est vice-présidente de cette commission d'enquête. Ça va être une commission importante parce que, vous savez, dans le cadre d'une commission d'enquête, les gens qui sont auditionnés, ils parlent sous serment. Donc, ils sont obligés de dire la vérité. L'objectif de cette enquête, c'est aussi d'obtenir des documents et notamment d'observer en fait, tout ce qui concerne le montage financier et juridique de ce projet. Et en fait, ce qui est particulièrement intéressant, c'est le fameux contrat de concession qui présente des annexes, 27 d'ailleurs annexes que Karen Hérodi, donc ma collègue, s'était procuré. Sauf que en fait, il y a énormément de zones grisées, secrets des affaires, qui ne permettaient pas donc d'avoir les informations qui nous intéressent. Donc, on va pouvoir voir à travers cette commission d'enquête s'il y a des choses remarquables et qui permettraient de comprendre pourquoi on insiste tant sur ce projet qui, comme je vous l'ai dit, est complètement anachronique et intolérable d'un point de vue écologique comme social. Par ailleurs, Éric Coquerel, qui est président de la commission des finances, il est député LFI, mais il est aussi donc président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et dans ce cadre, il a des prérogatives particulières et donc il a fait une demande au ministre justement pour obtenir justement tous les documents afférents donc à ce contrat, ce qui devrait permettre aussi peut-être de mettre en lumière certains aspects du dossier. Donc ce sera une commission à suivre. Je précise que le président de cette commission est monsieur Jean Terlier, député du Tarn, VRP en chef du projet, qui passe son temps à le défendre envers et contre tout, et qui augure d'une présidence un peu particulière, on va dire, parce que Karen Hérodi, par exemple, justement, lors de la création de cette commission d'enquête, a pris la parole pour évoquer des situations qui pourraient évoquer un conflit d'intérêts pour monsieur Jean Terlier. On a justement évoqué ces liens avec, par exemple, Pierre Fabre, dont c'est le grand groupe pharmaceutique dont on sait qu'il est à l'origine, en tout cas, extrêmement moteur de ce projet d'autoroute. Par ailleurs, dès qu'il a pris la présidence, il s'est empressé
de dire que cette commission d'enquête ne visait surtout pas à remettre en cause le projet lui-même, qu'il veillerait que chaque audition soit bien absolument circonscrite par le sujet donc autour du contrat. Bref, on voit déjà qu'il va faire tout ce qu'il peut pour réduire au maximum l'impact et le scope de cette commission d'enquête, mais vous inquiétez pas, on veillera au grain nous aussi. Alors, à mon sens, un des gros points noirs de ce dossier, c'est l'absence d'études sérieuses d'une alternative à cette autoroute. En réalité, il faut savoir qu'il y a déjà 10 ans de ça, il y a des élus locaux qui s'étaient organisés, qui avaient financé une étude alternative concernant justement un réaménagement de la fameuse route nationale 126, qui est donc littéralement sur le même tracé que l'autoroute à quelques dizaines de mètres. Bref, ça avait été balayé de la part de la région, disant que non, c'était pas possible, mais sans vraiment d'argumentaire. L'année dernière, vous vous souvenez peut-être que la Voie est libre avait présenté tout un projet aussi d'aménagement du territoire avec une alternative à la fois donc réaménagement de la route nationale, développement du train et puis de véloroute aussi pour faire le lien entre tous les modes de transport. Bref, ça aussi évidemment ça a été balayé. Et puis surtout là, ça fait quelques mois que depuis l'automne dernier en fait que Carole Delga, donc présidente de la région Occitanie, martèle qu'une alternative ferroviaire est absolument impossible et pour cause, elle coûterait plus d'1 milliard d'euros. Sauf que là, il y a une étude citoyenne qui vient de sortir, qui a été faite par notamment un docteur en écologie et puis un expert du rail, un expert ferroviaire, et qui montre que en fait, selon leurs calculs, en reprenant des données de l'Adréal et tout, ça c'est vraiment une étude sérieuse, pour eux, on arriverait plutôt à un coût compris entre 80 et 120 millions pour une alternative ferroviaire. Là encore, il faut savoir que la voie ferroviaire double elle aussi, cette route nationale et le projet d'autoroute. Donc du coup, si, il y a une alternative qui existe, très probablement. En tout cas, ça tend à montrer que la vraie alternative ferroviaire n'a pas du tout été étudiée sérieusement par la région. Donc nous avons écrit avec mes collègues de la France Insoumise à Madame Delga en lui demandant de rendre publique l'étude technique sur laquelle elle se baserait pour donner ces chiffres faramineux et pour asséner qu'il n'est pas possible d'avoir une alternative ferroviaire. Là aussi, affaire à suivre. Alors, il faut que je vous explique un truc. En droit environnemental, en réalité, quand on veut mener un projet qui porte atteinte à, par exemple, des zones protégées, des habitats, etc., en gros, quand il y a un dégât environnemental, on doit obéir à une séquence qui s'appelle ERC pour éviter, réduire, compenser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, face à un projet qui va faire des dégâts, on doit en premier lieu essayer d'éviter ces fameux dégâts. Or là, on voit avec l'autoroute A69 que rien, ou vraiment pas grand-chose, n'a été fait pour éviter ce projet, c'est-à-dire pour essayer de lui trouver une alternative. Je vous l'expliquais juste avant. Donc ensuite, réduire, ça c'est passé à la trappe, on est manifestement arrivé directement à compenser les dégâts. Grosso modo, c'est la politique générale. Tous les projets, finalement, éviter, réduire, il ne se passe pas grand-chose. On arrive très vite à la séquence compensation, à la partie compensation. Mais donc l'idée, évidemment, c'est de compenser les dégâts qui sont faits. Or, là, on a deux gros problèmes. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est la question des arbres, parce que là, il y a des centaines d'arbres centenaires qui ont été abattus, et la réponse donc du promoteur du projet, c'est de dire oui, mais de toute façon, on va planter 5 fois plus d'arbres. Alors déjà, leurs chiffres sont hautement contestables, même en les acceptant. On remplace évidemment pas des arbres centenaires par des arbustes. Ce n'est pas du tout ils n'apportent pas du tout la même chose, que ce soit en termes de captation du carbone, de la biodiversité qui est abritée, de l'écosystème qu'il y a autour. En fait, ça n'a juste rien à voir. En plus, il y a une énorme proportion des arbustes qu'on plante qui ne vont pas arriver à l'âge adulte, qui vont mourir avant, et on comprend bien qu'il faut des dizaines et des dizaines d'années avant de retrouver un arbre qui apporte autant que celui qu'on a abattu. Bref, ça c'est la première chose. Donc déjà, on peut douter de cette forme de compensation, mais là en plus, je vous en avais parlé, je crois, dans ma dernière vidéo, j'ai découvert donc pendant la préparation du débat qui s'est tenu en commission du développement durable, qu'il y a donc un écologue qui a fait une étude très sérieuse sur la question des compensations des zones humides, qui sont donc saccagées par le projet. Et en fait, là, il s'est aperçu que non seulement, en fait, sur le protocole qui était prévu pour l'étude justement de ces zones humides, il y a seulement un quart du protocole qui a été respecté, et qu'en plus de ça, ils sont partis d'un postulat erroné, c'est-à-dire qu'ils ont dit que c'est le Giroux, qui est une rivière qui passe à côté, qui alimente la zone humide, sauf que ce n'est pas le cas. Donc en fait, toute leur analyse est fausse,
Et donc là, eux, ce qu'ils proposent, c'est 55 hectares donc, de zones humides compensées. En réalité, il n'y en a que 11 hectares là-dedans qui seraient peut-être restaurables, parce que vous comprenez bien qu'on ne crée pas une zone humide ex nihilo, en fait, en réalité, ça n'existe pas. Donc, et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, leur analyse est fausse, donc en réalité, ça ne marchera pas. Donc là, il y a vraiment une arnaque phénoménale sur la compensation des zones humides, alors que on vit une période où les sécheresses se multiplient, que ce soit le Tarn, la zone toulousaine, etc. C'est une zone où on nous promet le climat de l'Andalousie dans quelques années. Voilà, c'est une zone en plus extrêmement fertile d'un point de vue agricole. Donc là, à mon avis, c'est scandaleux. L'écologue n'hésite pas à parler d'amateurisme complet sur cette question-là. Et d'ailleurs, les associations sont en train de préparer un recours justement en justice sur la question comme ça du non-respect de la compensation, qui est dans le droit français et qui doit être respectée. Je vous parlais en début de vidéo de la crème arbre, donc c'est cette ZAD installée donc sur une zone à côté de Seix qui essaie en fait de protéger des arbres et tout un tas de végétaux d'un défrichage prochain, parce qu'en fait justement si la préfecture donc a lancé toute cette répression, cette violence vis-à-vis donc des opposants mobilisés qui sont dans les arbres, qui ont construit des cabanes, etc. En fait c'est parce que ils veulent pouvoir reprendre l'abattage des arbres qui sont là, donc ils voulaient le reprendre là le 15 février, donc hier. Sauf que en fait, pour les opposants, et évidemment je suis d'accord avec eux, en réalité on ne peut pas reprendre les abattages d'arbres à cet endroit précis parce que c'est une zone qui présente un intérêt fort d'un point de vue de la biodiversité. Donc ces zones-là, normalement on ne peut les déboiser que dans une période du 1er septembre au, je ne sais plus, quelque part dans l'automne, enfin bref, en ce moment on ne peut plus les défricher et par conséquent les associations, elles sont 4, elles ont porté justement un référé pénal environnemental, donc devant la justice, pour demander d'arrêter en fait les travaux et d'arrêter surtout ce déboisage à cet endroit-là, puisque encore une fois, normalement, il est protégé par le droit environnemental. Alors, je vous parlais en début de vidéo de la zone de la crème arbre, donc une ZAD qui s'est installée pour protéger des arbres et tout un tas de végétaux d'un défrichage prochain. Et c'est pour ça du coup que la préfecture a lancé toute cette répression dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette mise en danger des militants, des opposants qui sont là, qui ont construit des cabanes dans les arbres, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la préfecture veut pouvoir relancer les travaux et notamment abattre les arbres et défricher la végétation qui est là. Parce que pour eux, ils peuvent le faire donc ils pouvaient le faire à partir d'hier, le 15 février. Or, selon les associations qui ont porté d'ailleurs un référé pénal environnemental donc devant la justice, en fait, ce n'est pas possible de défricher à cet endroit-là parce qu'il s'agit d'une zone à fort enjeu pour la biodiversité. Et donc ces zones-là, on ne peut les défricher, abattre des arbres, etc. dedans que entre le 1er septembre et le 15 novembre et sûrement pas donc en février. Donc cette action en justice est lancée. Là encore, les militants tiennent bon sur le terrain pour protéger les arbres et les végétaux et toute la biodiversité qui est là aussi affaire à suivre.